Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Culture Soccer MLS is back. Votre animateur Adi Raphaël, toujours ici. On est aujourd'hui le mardi 14 juillet. Bonne fête nationale à tous les Français qui nous écoutent. Et aujourd'hui, j'ai comme invité un Français. Bonne fête. Salut Raphaël, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi, ça va très bien, merci. Et toi? Oui, donc Raphaël Croizard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rédacteur de Culture Soccer aussi. Il a fait de très beaux articles dernièrement sur le site. Mais aussi, tu t'occupes aussi des franchises FR de Atlanta United et parfois du Galaxy, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Parfait. Je suis très content de t'avoir ici au podcast. Donc aujourd'hui, on va parler bien évidemment des matchs d'hier. On commence comme d'habitude dans le format que j'ai installé ici dans le podcast. On commence d'habitude par l'actualité autour de la MLS. On savait déjà, on vous avait parlé du match de Toronto et DC United qui avait été reporté. On a parlé de tout ça. Finalement, il s'est joué hier. Ce match-là, il n'y a pas eu de problème de ce point de vue-là. C'était un match qui s'est joué quand même. Donc, il n'y a pas eu d'autres actualités depuis hier en MLS, à part, il y a eu un petit tweet qui est sorti, c'était Charlotte, la nouvelle expansion qui devrait débuter en 2021, qui va annoncer le 22 juillet le nom de sa franchise, a fait un petit tweet assez intéressant pour un peu engager ses fans à choisir le nom de la franchise. Moi, je suis sûr que le nom est déjà choisi, n'est-ce pas, Raphaël? Est-ce que tu penses que vraiment ils s'attendent à ce que ce soit les supporters qui choisissent le nom ou c'est déjà fait? Ah ben je sais pas, moi je mettrais une petite pièce sur le Charlotte FC quand même. Je sens venir vraiment gros comme une maison parce que c'est un nom qui est toujours dans les tuyaux et en plus de ça, il est dans la liste qui a été proposée. Donc je pense que bon, au bout du compte, ça va être ça. Après, je trouve ça l'idée intéressante en tout cas de faire participer les supporters parce que c'est toujours sympa et après, peut-être qu'on se trompe, hein. On n'est pas à l'abri d'avoir vraiment un choix des supporters et ce serait tant mieux en tout cas. Ouais, effectivement, c'est drôle. Donc, juste pour dire à tout le monde quels sont les choix, c'est All Carolina FC, Carolina Gliders FC, Charlotte Athletic FC, Charlotte Crown FC, Charlotte FC, comme tu l'as dit, Raphaël, Charlotte Monarchs FC, puis Charlotte Town FC. Moi, sincèrement, j'aime bien le Charlotte Town FC. Je trouve ça, je sais pas, ça fait un peu... Alors moi, j'aime bien le Crown. Ah ouais, t'aimes le Crown, Ouais. ok, c'est parce que c'est quand même, il l'appelle la Queen City, donc parce que à cause, je suppose, je connais pas l'histoire de Charlotte là, mais il l'appelle aussi la Queen City. Peut-être que Crown, ça peut ramener et rappeler un peu le fait qu'il y a un peu de royauté dans cette ville-là. Bon, bref, c'est intéressant aussi. Je pense que tout c'est intéressant. J'ai pas trop aimé le fait qu'ils essaient de voler un peu Monarchs. On sait que ça existe, le Real Monarchs en USL Championship. Je pense qu'on peut être un peu plus unique que ça. Après, bon, c'est sûr que quand tu regardes quand tu regardes les choix, c'est pas très unique, mais bon. Non, c'est sûr, ça reste assez classique quand même, mais bon. C'est déjà pas mal, écoute, d'avoir ces petits, de laisser un petit choix en tout cas aux supporters. C'est déjà pas mal de les faire participer à ça, je trouve. Donc on verra ce que ça donne, mais j'aime bien l'idée en tout cas. Ouais, moi aussi, j'aime bien. On verra, en tout cas, on attend le 22 juillet pour avoir vraiment le nom officiel. Donc, on va parler, bien évidemment, des matchs d'hier. Il y a eu 3 matchs qui se sont déroulés hier. Le premier match, c'était entre Toronto FC et DC United, qui s'est déroulé hier matin, ici au Québec, à 9h le matin, ce qui était en France à 1h de l'après-midi. Pardon, à 3h de l'après-midi. Oui, 15h, ouais, 3h de l'après-midi, c'est ça. Effectivement. Exactement. Voilà, il y a eu un résultat nul, assez surprenant selon moi, de 2-2. Est-ce que ce résultat t'a un peu surpris, toi, Raphaël? Bah oui, carrément, ça m'a vraiment surpris parce que je pensais que Toronto avait fait le plus dur en ouvrant le score et même en menant de 2-0 à la mi-temps. Ensuite, ils semblaient un peu maîtriser le match et je pense j'ai vu un petit relâchement coupable quand même de leur part en fin de rencontre et ça s'est payé cash parce que derrière le DC United a réussi à revenir et même à égaliser en toute fin de rencontre. Donc vraiment, j'étais surpris du résultat nul vu la physionomie de la rencontre. Il y avait quand même une belle domination de Toronto, donc vraiment surpris.
Ouais, effectivement. Bon, je vais juste revenir un peu sur les 11 de départ de ces équipes-là. Donc, en premier, du côté de Toronto, le 11 de départ, c'était Quentin Westberg, l'américano-français. À droite, on avait Auro, le Brésilien. En défense centrale, Omar Gonzalez avec Chris Mavinga. À gauche, Justin Moreau. Au milieu de terrain, on avait Michael Bradley puis Marco Delgado. Sur les côtés, on avait Pablo Piatti et Tsubasa Endo. En tant que numéro 10, on avait Alejandro Pozuelo. Puis devant, on avait le jeune Ayo Akinola. Oui, Ouais, beaucoup qui a d'entre marqué un vous. doublé en plus, donc C'est belle ça, c'est performance ça. de sa part. Exactement, il a été extraordinaire. Mais avant de revenir sur sa performance, j'aimerais mentionner que oui, José Altidore, tout le monde, je suppose, qui n'ont pas vu le match, attendait que j'annonce ce nom-là. Non, il n'était pas sur le 11 de départ, il n'était même pas sur le banc. Et c'était une décision du coach Greg Vanney, une décision assez controversée. Est-ce que tu comprends cette décision-là, toi, Raphaël? Alors la comprendre, j'ai un peu du mal parce que c'est quand même un joueur déjà qui a d'expérience, quand on parle de Altidore, ça veut dire quelque chose du côté de Toronto. Donc le bon après c'est une décision du coach, il doit avoir ses raisons, peut-être je sais pas, peut-être à l'entraînement, quelque chose qu'il a vu ou bon, moi en tout cas ça m'a paru un peu bizarre, mais après bon si le coach a décidé, c'est qu'il doit avoir ses raisons et il faut pas remettre en décision, faut pas remettre en question la décision du coach, hein, comme on dit. Ouais, non, c'est Mais sûr. surtout que derrière, il laisse la place à Quinola qui met un doublé. Donc sur ce côté-là, en tout cas sur le point offensif, c'est plutôt positif finalement. Et je pense que c'est en tout cas une bonne décision de laisser Akinola jouer toute une rencontre. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose finalement que Akinola ait eu sa chance à la place d'Altidore qui peut-être aurait pas eu la fraîcheur qu'a apporté Akinola. Ouais, effectivement, Akinola a été très bon. C'est un attaquant de 20 ans qui est né aux États-Unis, mais qui est aussi canadien, qui n'a pas encore choisi pour quelle équipe nationale il allait jouer. Donc, il n'a ni signé encore. Il peut en fait être pour les États-Unis, le Canada ou le Nigeria, donc les trois. Malheureusement, il n'a pas encore choisi. Il a fait ses équipes de jeunes avec les États-Unis, donc on attend voir c'est quelle équipe nationale qu'il choisira. Après, il faut qu'il soit appelé. Ça, c'est une autre. C'est ça, c'est une autre paire de manches, surtout qu'on sait qu'au Canada, il y a quand même beaucoup de personnes devant lui. Aux États-Unis aussi, bien évidemment. Donc, bref, on verra le futur de Ayo Akinola. Est-ce qu'il y a autre chose, toi, qui t'a un peu sauté aux yeux dans le 11 de départ de Toronto? Quelque chose auquel tu t'attendais pas, par exemple? Ou bien tu aurais aimé voir une autre personne dans ce 11 de départ-là? Alors, moi, peut-être Simon, je l'aurais peut-être plus vu à la place de Mavinga, mais finalement, la physionomie du match prouve que je me suis trompé parce qu'à partir du moment où les deux centraux sont sortis, c'est là que ça commence à devenir dur pour Toronto et que finalement, ils sont pris 2 buts. Donc, mais c'est vrai que moi, je pensais que Simon, en tout cas, par son expérience aurait été bien dans la défense centrale, en tout cas. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est drôle parce que déjà, c'est très rare de voir un coach changer sa charnière centrale au complet s'il n'y a pas de blessure. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas de blessure. En tout cas, on n'en a pas vu. J'ai pas vu les deux défenseurs, Gonzalez et Mavinga, vraiment sentir des gênes. Puis c'est quand il est rentré Simon et Zavaleta qu'effectivement, les deux buts sont arrivés à la 84e et la 91e du côté de DC United. C'est quand même assez bizarre. Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, Toronto s'est pas vraiment entraîné. On sait qu'ils sont arrivés les derniers dans la bulle de la MLS en Floride. Donc, c'est peut-être pour ça, ils étaient un peu fatigués ou quoi que ce soit, mais n'empêche, c'est quand même 2 gros points de perdus, sachant que ce match-là compte pour la saison régulière aussi. Donc, c'est pas un bon résultat pour Toronto. Moi, j'ai été un peu surpris de voir Richie Laryea sur le banc au début. Je comprends que Auro, c'est quand même un très, très bon joueur, mais quand même, Richie Laryea a vraiment prouvé qu'il était très, très bon. Après, oui, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, il n'est pas constant sur un match au complet, il est meilleur en tant que super sub. C'est vrai. N'empêche, c'est quand même un joueur à qui il faut donner de la confiance. Il a quand même rendu de très fiers services à Toronto FC, donc j'aurais aimé le voir un peu plus devant. Et une deuxième chose aussi, j'aurais aimé, vu que Greg Vanney a fait tourner,
de là à faire tourner, pourquoi t'as pas fait rentrer Liam Fraser à un moment donné pour Michael Bradley? On sait que Liam Fraser, l'international canadien, qui a 22 ans maintenant, ça fait longtemps qu'on dit ça va être le remplaçant de Michael Bradley, puis on lui donne pas de temps de jeu. Donc, tu arrives à un moment où, à 22 ans, il a besoin de jouer, puis là, il a joué 0 minutes. C'est quand même assez dommage. Je sais pas si tu veux rebondir sur ça. Bah, c'est vrai que dans ce type de match, on peut se dire que, bon, en fait, c'est le format de la compétition en soi, je trouve, qui est un peu trompeur parce que on a l'impression que c'est un tournoi amical. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Et du coup, on a l'impression que les coachs vont faire tourner un peu pour voilà, lancer un peu quelques jeunes, etc. Mais il faut pas non plus oublier que ça reste de la compétition et que ça compte ensuite. Donc, à mon avis, voilà, je pense que si Fraser n'est pas rentré, c'est parce que Bradley faisait un bon match globalement et du coup il voulait pas forcément déséquilibrer son milieu de terrain. De là à déséquilibrer sa défense, mais pas son milieu de terrain, c'est quand même un peu bizarre. Mais bon, oui, je comprends. Vrai, mais je pense que voilà, après bon, c'est un match qui compte aussi, qui rapporte des points pour la suite. Donc à mon avis, c'est aussi ça qui a fait que Vanny a pas voulu faire entrer Fraser. Donc bon, un peu étonnant, mais ça me surprend pas plus que ça. Je comprends très très bien. On passe à la deuxième équipe, donc DC United. Le 11 de départ, c'était Bill Hamid. Sur la droite, très surprenamment, c'était Russell Canouse, qui est d'habitude un milieu de terrain. En défense centrale, on avait Frédéric Briand, Steven Birnbaum, c'est la défense centrale habituelle. À gauche, on avait Joseph Mora, aussi son poste habituel. Au milieu de terrain, Junior Moreno et Felipe. Les trois, donc on est en 4-2-3-1. Les trois devant au milieu de terrain, c'était Julian Gressel à droite, Edison Flores en tant que numéro 10 et Ulises Segura à gauche. Puis en attaque, Ola Kamara. Est-ce que, à part le fait, bien évidemment, Russell Canouse qui n'était pas à sa place, selon moi, et la preuve à la mi-temps, Ben Olsen l'a changé, l'a remis au milieu de terrain parce que, il s'est fait déborder plusieurs fois. Est-ce que il y a d'autres joueurs que tu aurais vu sur le 11, par exemple, quelqu'un comme Yamil Assad, qui, selon moi, aurait dû être là. On a vu Fisher qui est finalement rentré durant la rencontre. C'est lui qui est venu occuper le poste de latéral droit. Il y a quelque chose d'autre qui t'a un peu étonné dans cette formation de DC United? Alors ouais, bon, non, moi, comme toi, c'est vrai que j'aurais peut-être vu Assad être titulaire dès le début de terrain, surtout qu'en plus, il aurait pu prendre la place de Flores qui fait pas un grand match et qui est très vite, qui est remplacé très tôt dans le match, je crois, vers l'heure de jeu. Donc, ouais. ça, c'est un point à mettre en avant. Après, non, sinon, à part aussi Canous, évidemment, le reste, ça me paraissait plutôt cohérent. Honnêtement, pas trop de surprises pour moi. Content de voir aussi Gressel titulaire et en plus qui fait plutôt un bon match, donc vraiment content de ça. Et sinon après, j'ai pas trop de surprises pour moi. Ouais, non, je comprends. Tu sais, je sais pas, pour ceux qui écoutent Culture Soccer assez souvent, ils savent que j'ai comme un petit faible pour Jalen Gressel, qui est pour moi un des joueurs les plus sous-évalués de la ligue. Par contre, depuis j'ai pas compris son choix de venir à DC United. C'est sûr qu'il y a un choix financier, bien évidemment, parce que c'est sûr qu'il doit faire beaucoup plus d'argent que ce qu'il faisait à Atlanta, où il était pas vraiment bien payé. Par contre, quand tu regardes un peu la formation de DC United, point de vue ambition sportive, c'est pas trop ça pour Julian Gressel, parce que en attaque, bon, tu as Ola Kamara qui est un bon attaquant, mais c'est pas non plus la star extraordinaire. Au milieu de terrain, tu vois Felipe, Junior Moreno, Edison Flores, Ulises Segura, c'est pas non plus des gros noms. En défense, c'est pas des gros noms. À part au gardien, tu peux dire Bill Hamid, c'est quand même un énorme nom en MLS, mais n'empêche. Il n'y a pas vraiment cette ambition sportive-là du côté de DC United de tout casser, non? Non, c'est sûr. Honnêtement, moi déjà, en tant que supporter d'Atlanta, très déçu d'avoir vu Gressel partir parce que en plus c'est un chouchou, honnêtement. Aussi bien les supporters que les autres joueurs aimaient beaucoup Gressel. Donc c'est vrai qu'on est un peu déçu de le voir jouer ailleurs. Mais après, en plus, je pense que c'est un joueur qui pourrait prétendre à mieux que ça, vraiment. Il aurait peut-être la place dans certaines équipes en Europe aussi. Donc franchement, moi, voilà, je pense que le choix financier était ce qui a fait en tout cas basculer son choix. Mais ouais, c'est dommage en tout cas de voir un joueur comme ça dans une équipe qui est
comment dire, qui a pas des ambitions sportives extraordinaires non plus. Exactement. Non, mais bon, écoute, finalement, c'est son choix. On va voir exactement Ouais. si effectivement ça va payer à un moment donné. Je doute très fort, mais on verra. En tout cas, c'est un très bon résultat de la part de DC United. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu un peu le match et qui n'ont pas vu le fil du match, donc 2 buts de la part de Ayo Akinola. Le premier est un bijou sur une passe de Alejandro Pozuelo. Vraiment, il se retourne avec un tir qui va en pleine lucarne. Moi, j'ai adoré ce but-là. Le deuxième, c'est une énorme erreur du Français Frédéric Briand qui se fait chipper le ballon par Alejandro Pozuelo et qui centre à Ayo Akinola tout seul devant le but pour marquer le deuxième but. Puis là où ça a vraiment changé, dans la deuxième mi-temps, on a parlé des changements un peu bizarres de la part de Craig Vanny, qui change sa charnière centrale, mais aussi du côté de DC United, il y a eu quand même des forces fraîches qui ont été rentrées. Donc, on est en train de parler, donc on l'a déjà dit, Russell Canouse qui est remis au milieu de terrain avec O'Neal Fisher qui va jouer à droite, Ola Kamara pour Ola Kamara. Donc, Ola Kamara avait un peu déçu aussi. Mais d'un autre côté, on a vu Yamil Assad qui est rentré, Kevin Paredes qui est rentré, Chris Odoyatsem qui est rentré, mais aussi Federico Higuaín qui est rentré à la 80e minute. Ça lui a pris 4 minutes pour marquer son premier but sous les couleurs de DC United. Il en a encore sous la semelle, hein, le vétéran. Oui, c'est un joueur d'expérience. Donc, je pense que c'était peut-être trop tôt, en tout cas, pour le faire démarrer titulaire. Mais après, je ne sais pas ce que ça aurait donné s'il était rentré plus tôt. Mais en tout cas, il en a vraiment sous la semelle. C'est un joueur de qualité. On le connaît beaucoup en MLS. Et on savait que, en tout cas, ça, pour DC, je pense que c'est un très bon choix. Higuaín, et l'avoir fait rentrer à ce moment-là, il a prouvé qu'il pouvait être décisif et ça a rapporté finalement un point à l'équipe derrière. Donc, pour moi, Higuaín, c'est une très bonne pioche. Et en tout cas, peut-être que pour le prochain match, il y aura plus de temps de jeu. En tout cas, j'espère, parce que c'est un joueur qui mérite, en tout cas, d'avoir plus de temps de jeu, tout simplement. Exactement. Et puis, Frédéric Briand s'est rattrapé parce que c'est lui qui marque le but égalisateur dans les arrêts de jeu. C'est lui qui, de sa tête, marque le but égalisateur. Donc, il s'est quand même rattrapé, Frédéric Briand, avec ça. Il faut pas oublier que DC United jouait à 10 parce que Junior Moreno a eu son deuxième carton jaune juste au début de la deuxième mi-temps. Donc vraiment, à peine la deuxième mi-temps. Non, en fait, avant la fin de la première mi-temps, oui. Pardon. Oh, excuse-moi. Avant la fin de la première mi-temps, deuxième carton jaune à la 5e minute du temps additionnel de la première mi-temps. C'est quand même fou de voir DC United revenir de l'arrière de 2 buts, non seulement à 10, mais contre l'une des forces majeures de cette ligue-là, n'est-ce pas? Bah oui, c'est sûr. Après, ils ont bien réussi à faire le dos rond jusqu'à 10 minutes de la fin du match où ils ont commencé à un peu plus pousser. Mais en fait ce qui a fait la force de DC sur ce match-là, c'est qu'ils ont pris 2 buts en première mi-temps. Ils se sont retrouvés à 10 et je pense que ça leur a permis peut-être de se recentrer sur la défense et essayer de faire le dos rond le plus longtemps possible. Et derrière, après, les 10 dernières minutes, ils se sont un peu plus lâchés. Ils ont réussi à marquer, à réduire le score, puis égaliser. Donc je pense que finalement le rouge a peut-être été bénéfique parce que ça a changé leur stratégie et dans le bon sens. Ouais, effectivement. Puis ils sont un peu chanceux aussi DC United parce que Felipe peut-être, en tout cas, il y avait une grosse controverse autour de Felipe qui, selon plusieurs, méritait un rouge sur une grosse semelle qu'il a mis. Est-ce que, je sais pas si tu as vu l'incident, toi, Raphaël, est-ce que tu penses que ça méritait un rouge? Moi, je pense que oui. Moi aussi, franchement, j'ai eu du mal à comprendre la décision de l'arbitre de mettre qu'un jaune. Bon, après, c'est toujours difficile de commenter comme ça après les matchs, une fois que c'est fait ce genre de décision, mais pour moi, ça méritait aussi un rouge. Ouais, bon, bref, en tout cas, l'arbitre en a décidé autrement. Donc voilà pour ce match-là, déjà, le premier match entre DC United et Toronto FC. Le dernier segment pour ce match-là, c'est d'habitude, je te demande, Raphaël, quel est pour toi le joueur du match et quel est le pire joueur du match? Bien évidemment, on est en train de choisir un seul joueur au complet sur tout le match, donc sur les 30 quelques joueurs qui ont joué ou les 25 joueurs qui ont joué, et le pire joueur aussi de tous les joueurs, même si c'est des joueurs remplacés. Donc, je te laisse la parole. Alors moi, ça va pas être très compliqué sur ce match-là parce que Akinola pour moi a montré énormément. C'est un joueur qui a montré qu'il avait du ballon tout simplement, qu'il jouait vraiment très bien, très juste. Et après c'est vraiment bien entendu aussi avec Pozuelo dans cette rencontre. Donc
je pense que ça l'a beaucoup aidé à se mettre en confiance. Et en tout cas, il a montré qu'il était très prometteur. Donc pour moi, Akinola, c'est l'homme du match. En tout cas, c'est mon homme du match. Et bon, le pire joueur, ce serait facile de parler de Moreno parce que dès la mi-temps, il sort et il met son équipe à 10. Donc si on enlève après l'aspect du carton rouge, je pense que Morrow, il fait pas un très grand match non plus. Donc voilà, pour moi, ça joue entre Moreno et Morrow. Si on parle sur quelqu'un qui, voilà, si on enlève l'erreur de Moreno, en tout cas de se prendre un deuxième jaune, pour moi, c'est Morrow qui fait vraiment le pire match. Ouais, non, je suis complètement d'accord. J'ai été très déçu. En tout cas, Justin Morrow, depuis il a eu une saison, il a été extraordinaire, la saison du titre de Toronto. Depuis, c'est un peu plus difficile. Bon, maintenant, il a quand même 32 ans. Mais n'empêche, ça a été un peu plus difficile pour Justin Morrow depuis la conquête du titre. On sait qu'il avait même été rappelé en équipe nationale, par exemple, quand il y a eu la conquête du titre de Toronto. Là, on voit qu'il commence à un peu souffrir. Peut-être qu'à ce moment-là, ce serait mieux de revoir Arrow à gauche, puisqu'il est capable de jouer à gauche, puis Larrea à droite, par exemple. Et mettre Justin Morrow sur le banc et le faire entrer en cas de besoin. Donc bref, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, de mon côté, j'aimerais souligner le match de Alejandro Pozuelo. Je comprends que j'ai hésité entre les deux, mais c'est vrai que l'aspect fraîcheur, en tout cas, et jeunesse, me donnait envie de souligner le travail de Akinola. Effectivement, non, je suis complètement d'accord. Tu as complètement raison. J'hésitais aussi entre les deux, mais juste pour pas faire pareil, j'ai choisi Pozuelo, qui était là quand même aux deux, qui a donné les deux passes décisives. Pour le pire joueur, pour moi, j'ai bien aimé que tu aies choisi Morrow ou Moreno, mais moi je dis Edison Flores. Pour moi, Edison Flores, le Péruvien, c'est quand même un joueur désigné. C'est quand même supposé être le joueur qui est censé faire oublier Luciano Acosta. J'ai été assez déçu dans ce match-là. Il n'a pas fait grand-chose. Bon, il n'a pas été non plus, je vais pas dire catastrophique, mais n'empêche, je m'attends à beaucoup plus d'un joueur désigné de 26 ans qui vient du Pérou, à qui on met beaucoup de pression pour sa production offensive. Donc voilà, c'est mes choix à moi. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce match-là, Raphaël. Non, écoute, ton choix d'Edson Flores, ça peut se comprendre. Moi, c'est vrai que c'est un joueur qui doit apporter beaucoup plus. Après, pour prendre un peu sa défense, je pense que c'est quand même pas facile aussi pour lui de s'intégrer parce que il est arrivé en janvier, il a eu que 2 matchs avec cette équipe-là. Ensuite, il y a eu la période qu'on connaît, donc c'est vrai que ça a peut-être pu casser sa dynamique aussi. Donc bon, peut-être en tout cas, j'espère qu'il va grimper en puissance, qu'il va monter en puissance et mieux s'intégrer aussi avec l'équipe. Ouais, exact. En tout cas, on verra ce qui va se passer. On passe au prochain match. C'est bien le match entre Los Angeles FC et le Dynamo de Houston. Un résultat final de 3-3, donc pour les neutres, un résultat extraordinaire. J'ai comme l'impression, juste en premier, avant de parler des équipes, j'ai comme l'impression qu'on est revenu dans les années 20, où on était dans des formations de 2 défenseurs, 8 attaquants, hein, Raphaël. Ah ouais, là, c'était vraiment un match, un match feu d'artifice en ce 14 juillet. Mais du coup, ouais, c'est un match qui a été explosif et avec des formations assez étonnantes. En tout cas, c'était très solide devant, hein, plus que derrière, c'est sûr. Exact. En tout cas, c'était très, très faible derrière et on va en parler. Donc, commençons déjà par les formations de départ. Donc, Los Angeles FC, une formation avec le nouveau gardien, le néerlandais Kenneth Vermeer, qui est quand même une très, très bonne recrue, selon moi. Avec en défense, à gauche, on avait Diego Palacios, l'Équatorien. En défense centrale, Eddie Segura, puis Dejan Jakovic. On va revenir là-dessus. À droite, on avait Tristan Blackman, qui occupait le couloir droit. Au milieu de terrain, Marc-Anthony Kaye, Edouard Atesta, Latif Blessing. Et puis les 3 devant, c'était Diego Rossi, Bradley Wright Phillips, qui obtenait le départ, et Brian Rodriguez, en l'absence, bien évidemment, de Carlos Vela. T'as pensé quoi de ce 11 de départ? Il y a beaucoup, beaucoup de questions par rapport au 11 choisi par Bob Bradley. T'aurais fait quoi, toi, de ton côté, Raphaël? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu surpris dans la formation de départ de Bob Bradley? Alors déjà, c'est une formation qui est, comme on l'a dit un peu avant, qui est très offensive, pardon. Donc voilà, on savait que LAFC voulait marquer des buts et c'est ce qu'ils ont fait. Après, on a vu qu'il y avait un vrai déséquilibre quand même, le milieu qui était vraiment bon
l'attaque qui a été très efficace, mais par contre derrière c'était catastrophique et du coup bon c'est compliqué de voilà, on voit quand même que cette équipe a un vrai déséquilibre quand même au point de vue attaque-défense et je pense que ça peut leur faire ça peut voilà, ça peut les déséquilibrer même en dehors de ce tournoi-là, ça peut être ensuite un peu compliqué pour eux. Bon, on a pu parler un peu avant de Jakovic. Bah, écoute, moi je le connais pas aussi bien que toi, mais j'étais pas si surpris de ça de le voir sur le terrain. Honnêtement, je pense que c'est un joueur qui a quand même de l'expérience et pour un premier match de tournoi, je me suis dit pourquoi pas. Écoute, j'étais pas si surpris que ça. Après, bon, c'est la façon dont est tournée l'équipe, moi qui me surprend le plus, c'est-à-dire vraiment tourner à fond vers l'attaque avec presque que 2 défenseurs centraux et après le reste c'est que t'es que des attaquants. Donc voilà, c'est ce qui m'a le plus surpris. Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Après, bon, il y a plusieurs choses. J'aurais bien vu, par exemple, les jeunes joueurs qui ont été amenés ici à LAFC au début de la saison, l'Uruguayen Francisco Ginella qui est rentré, qui a fait quand même une très très bonne rentrée. C'est lui qui a donné la passe décisive pour Diego Rossi, mais aussi le José Cifuentes, l'Équatorien aussi, 21 ans, qui est rentré finalement pour les dernières minutes du match pour Marc-Anthony Kaye. C'est 2 joueurs que j'aurais aimé peut-être voir au milieu de terrain. Après, bon, t'as Blessing, Atuesta et Kaye, donc c'est quand même assez difficile de faire de la place pour ces joueurs. Mais j'ai été très surpris de voir Bradley Wright Phillips à la place de Adama Diomande devant. Très, très, très surpris. Après, bon, Wright Phillips, on sait qu'il a quand même, il a déjà tout prouvé en MLS, vraiment tout prouvé. Et il a dit comme quoi, toute l'année passée, il a eu une mauvaise saison parce que il ressentait une gêne. Il avait beaucoup de mal à se sentir bien physiquement. Et il paraît que durant la trêve hivernale, il a eu la chance de faire l'opération et il se sentait très très bien et très en forme. Puis l'attaquant de 35 ans a prouvé qu'il était encore en forme parce que c'est lui qui marque le premier but de LAFC pour égaliser. Donc ça m'a un peu étonné. J'aurais peut-être j'aurais peut-être pensé que Diomande passait devant Wright Phillips, mais c'était pas le cas. Mais la plus grosse surprise pour moi, c'était Andy Nahar qui était sur le banc, le latéral droit qui a été recruté de Anderlecht. Pour moi, c'est un peu la recrue forte de cette année pour LAFC. Et puis il a même pas joué une minute, donc peut-être qu'il s'est pas encore acclimaté, je sais pas trop. Moi, sur le fait qu'il soit pas titulaire, ça me surprend pas trop dans le sens où c'est vrai qu'il vient de débarquer quasiment. C'était en tout cas sa première rencontre avec l'AFC. Donc bon, ça me surprenait pas en tout cas qu'il soit sur le banc. Après, je l'aurais vu rentrer peut-être en fin de rencontre ou en tout cas les 30 dernières minutes peut-être. Mais je pense que c'est peut-être la physionomie de la rencontre qui fait qu'il a pas eu sa chance et que le coach a voulu avoir des valeurs sûres en tout cas et pour pouvoir égaliser, voire peut-être passer devant à la fin du match. Donc c'est, à mon avis, c'est ce qui explique le fait qu'il ait pas joué sur ce match-là. Mais c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur, comme tu dis, qui a des qualités et qui est pour moi aussi la grosse recrue du côté d'LAFC. Donc bon, peut-être que dans la suite du tournoi, il aura plus de chances de jouer. Je pense pas qu'il soit titulaire sur le prochain match. En tout cas, il sera, parce que bon, on sait que ça va être un match qui va être assez chaud, mais j'espère qu'il aura au moins sa chance en deuxième mi-temps. Exactement. Et puis on a parlé, tu as même toi-même parlé de Dejan Jakovic. Très sérieusement, pour moi, Dejan Jakovic, c'est un bon défenseur, mais c'est un bon 3e, 4e défenseur d'une équipe de MLS. Ce n'est plus le Dejan Jakovic qui, dans le temps, faisait un peu rêver l'équipe nationale canadienne, parce que pour ceux qui ne savent pas, il est international canadien. Par contre, je veux pas que, pour ceux qui suivent pas l'équipe nationale canadienne, pensez pas que c'est un joueur qui fait partie de l'équipe nationale. Dernièrement, la dernière fois qu'il a été appelé, c'était en septembre 2018, où il a été juste sur le banc, même contre les îles Vierges US. Donc, on s'entend que il est pas très haut dans la hiérarchie. Et de plus, au Canada, un des points à améliorer dans l'équipe nationale canadienne, c'est au poste de défenseur central. Et Jakovic est même pas dans la discussion parce que il est pas bon. Aussi simple que ça. Je vais pas tourner autour du pot. Pour moi, il est pas bon. Et c'est ça que je comprends pas du côté de LAFC qui s'est débarrassé de Walker Zimmerman. Je m'attendais à ce qu'il y ait très vite un remplaçant à Walker Zimmerman au poste de défenseur central.
J'ai comme l'impression que c'est soit dans les plans et qu'il y a quand même un défenseur qui devrait arriver à LAFC. Sinon, ça va être difficile défensivement et on l'a vu hier, n'est-ce pas, Raphaël? Ouais, c'est sûr. Bah, en tout cas, j'espère pour eux, même si bon, moi, voilà, en tant que personne qui s'occupe du compte de LA Galaxy, si leur défense peut Ça rester porte t'arrange. ouverte, en tout cas sur le prochain match, ça m'arrangerait. Parce que nous, on a du mal à marquer, en tout cas du côté de Los Angeles, du Galaxy, donc c'est plus compliqué. Après, oui, c'est vrai que c'est une équipe qui est faite normalement pour truster les premières places en MLS et aller en finale en MLS Cup chaque année, parce que c'est un gros projet et du coup, c'est sûr que leur milieu et leur attaque aujourd'hui, c'est très bien. Franchement, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux en MLS cette année. Par contre, la défense, c'est vrai qu'il manque cruellement quelqu'un qui tienne la baraque, quoi. Effectivement, effectivement. Et on passe au 11 de départ du Dynamo de Houston. Donc, on avait dans les buts Marco Maric, à droite Zarek Valentin, en défense centrale alias Struna et Minor Figueroa, à gauche Adam Lundqvist. Au milieu de terrain, on avait Memo Rodriguez, Mathias Vera, puis Boniek Garcia. Et puis devant, on avait Ellis à droite, Mauro Monotas en pointe, puis Quintero qui était supposé être à gauche, mais qui était un peu nulle part, même si il s'est rattrapé bien évidemment offensivement. Juste défensivement, c'est toujours très compliqué avec Darwin Quintero. Parle-moi un peu de ce 11 de départ de Houston. J'ai comme l'impression quand même qu'on a mis vraiment le meilleur 11 de départ possible pour cette équipe, n'est-ce pas? Oui, oui, honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est le 11, on va dire, titulaire de cette équipe-là. En plus, on a vraiment des joueurs de qualité, hein. J'aime beaucoup, moi, Darwin Quintero et Albert Ellis. Ils apportent tous les deux de la vitesse. Après, euh, surtout Quintero, c'est vrai que c'est un joueur qui aime pas forcément revenir derrière pour faire le travail. Rodriguez aussi, c'est un joueur qui est que je trouve très très propre, très très bon ballon au pied. Et hier, il l'a encore prouvé. Il met 2 buts, donc c'est un très bon joueur. Et je vois pas en tout cas qu'est-ce qui aurait pu être mieux pour cette équipe-là en tant que 11 de départ en tout cas. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Bon, après, peut-être Minor Figueroa, il commence à 37 ans, défenseur central. Je pense que c'est un peu le maillon faible de cette défense centrale-là, même si, Ouais, c'est sûr, en point de vue leadership, c'est quand même un énorme joueur qui a quand même une expérience extraordinaire, international hondurien pour des plusieurs années. Il a fait des beaux jours de plusieurs équipes en MLS. Il y a d'autres joueurs sur le banc qui auraient pu prendre sa place. L'ancien de l'Impact, par exemple, Victor Cabrera, je pense qu'il irait bien avec Struna en défense centrale. Bref, il y a plusieurs joueurs qui auraient pu avoir leur place dans ce 11, mais je trouve que il y a aucun joueur qui aurait vraiment apporté un plus de là à dire que il aurait dû faire ça, Tab Ramos. Je pense que malgré certains choix qui peuvent être interchangeables, je pense que Tab Ramos a quand même mis un de ses meilleurs 11, si ce n'est son meilleur 11 sur le terrain. J'ai bien aimé les choix de Tab Ramos. Puis finalement, on s'attendait à ce que Houston finisse le groupe bon dernier. On sait que le groupe, il y a le Galaxy, il y a les Timbers. Puis finalement, écoute, Dynamo a commencé comme il faut le match. Puis c'est eux qui marquent le premier but à partir de Memo Rodriguez, qui est pour moi un des joueurs extrêmement sous-évalué aussi en MLS, sur une passe de, bien évidemment, Darwin Quintero, pardon. Juste après, on a l'égalisation de Bradley Wright Phillips. Même Rodriguez qui marque son deuxième but juste après. Albert Ellis marque un troisième but qui est en premier signalé hors jeu avant que la VAR rectifie la situation. Donc, c'était 3-1 pour Houston à la mi-temps. Et c'est juste en deuxième mi-temps que LAFC a repris un peu du poids de la bête et a marqué 2 buts par Diego Rossi et Brian Rodriguez. Est-ce que ce résultat, déjà, bien évidemment, est-ce qu'il est surprenant pour toi autant que pour moi? Et c'est quoi qui pour toi étaient les clés du match dans ce match-là entre ces deux équipes-là? Alors oui, pareil que toi, pour moi ce résultat il est surprenant, surtout quand on voit que dans la rencontre la domination quand même du LAFC, hein, qui avait la possession quasiment tout le match, qui a beaucoup plus tiré au but, qui s'est montré beaucoup plus dangereux.
En face, c'est une équipe qui a marqué principalement sur des situations de contre ou des erreurs du LAFC en défense. Donc, ils ont raison de tenter leur chance, mais je suis très surpris en tout cas. Pour moi, c'est un match qui aurait peut-être plus un 3-2 ou un 4-2 qu'un 3-3, c'est sûr. Après, voilà. Houston, comme tu disais, on pouvait penser que c'était l'équipe qui terminerait bon dernier, mais c'est une équipe quand même qui a des qualités sur le terrain. C'est pas une équipe qui est si mauvaise que ça quand on regarde vraiment l'effectif. En début de saison, ils ont fait match nul face au Galaxy, donc à voir ce qui va se passer pendant le tournoi, mais voilà, je pense que la dernière place peut se jouer entre le Galaxy et Houston. Et LAFC, bon, c'est une équipe qui, voilà, on connaît tous, comme on l'a dit déjà, sa qualité offensive, mais il manque clairement quelqu'un derrière pour assurer un peu plus cette défense. Et c'est, à mon avis, c'est ce qui a été la clé dans le match, c'est que des deux côtés, la défense a été fébrile et c'était un match où c'était voilà que des attaques de deux côtés, enfin des contre-attaques du côté de Dynamo et des attaques placées du côté de LAFC qui ont permis voilà d'avoir un match très offensif et les défenses n'ont pas du tout été à l'honneur hier soir. Effectivement, et Tab Ramos, durant le match, a dit que comme quoi il aimait pas trop ce qui se passait au milieu de terrain pour lui. Il trouve qu'il s'est débrouillé très bien en contre-attaque. Ça, c'était avant les deux buts de LAFC. Par contre, il était pas très content un peu de comment ça se passait au milieu de terrain et comment défensivement son équipe était placée. Avec raison, comme on le dit, 3-3. Pour une équipe qui joue défensif comme Houston Dynamo, le Dynamo de Houston, c'est quand même assez dangereux de voir une équipe qui a eu 28% de possession Marquer 3 buts. concéder 3 buts en fait. Marquer 3 buts, je peux comprendre parce qu'en contre-attaque, ton but, c'est de jouer la contre-attaque et ça veut dire que tu as des joueurs qui peuvent jouer la contre-attaque et ils ont les armes pour jouer la contre-attaque avec des joueurs très rapides comme Memo Rodriguez, Albert Ellis et Mauro Manotas. Là, il n'y a aucun problème et même Darwin Quintero à la baguette. Par contre, défensivement, quand tu joues un jeu défensif, défensivement, tu dois être plus fort. Et c'est ça qui est un peu surprenant. Tandis que du côté de LAFC, c'est un peu moins grave parce que on sait que c'est une équipe offensive qui va se prendre dans le dos. On le sait. Donc, son but, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire aujourd'hui. Alors, en tout cas, hier. Mais par contre, ils sont pas passés loin parce que si tu regardes le nombre de tentatives de la part de LAFC sur la physionomie du match et ainsi de suite, ça m'aurait pas étonné que ça finisse 4-3 ou 5-3 pour LAFC, même si en première mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué, non? Oui, non, c'est sûr. Mais après, faut aussi souligner le travail de Dynamo qui en première mi-temps marque quand même des buts, surtout Memo Rodriguez qui marque 2 beaux buts, qui arrive à se débarrasser du défenseur sur le premier. Et le deuxième but, il se retrouve tout seul face au gardien. Il arrive ensuite à la récupérer. Le gardien, en fait, la touche, pour ceux qui n'ont pas vu, le gardien la touche. Et lui, il arrive à la récupérer. Donc, c'est vraiment intéressant, ce genre de but. Et après, c'est un coup franc qui arrive et qui permet à Houston de marquer le troisième but. Donc, il faut quand même souligner cette partie-là. Après, comme tu disais, c'est vrai que ils auraient pu, en plus, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer défensive à 3-1 à la mi-temps et on aurait pu penser qu'ils soient vraiment fermés derrière et ça n'a pas été le cas malheureusement pour eux. Exactement. Du côté des remplacements, il y a eu quand même des remplaçants assez intéressants. Donc, on a parlé par exemple de Diomande qui est rentré dans le match. On a vu Darwin Seren qui est aussi un milieu de terrain de Houston qui a remplacé Darwin Quintero, comme on l'a dit, qui avait du mal à défendre et qui était supposé renforcer le milieu de terrain. Finalement, ça n'a pas marché pour Tab Ramos. Puis sinon, il n'y a pas eu, en fait, il y a eu des remplacements intéressants, mais sans beaucoup d'impact, sans mauvais jeu de mots, mais sans beaucoup d'impact sur la physionomie du match, les remplaçants. Non, c'est sûr, il n'y a pas eu énormément d'impact de la part des remplaçants, à part peut-être Ginella qui, pour moi, a apporté quelque chose par rapport à Blackmon qui était vraiment, je trouve, mauvais dans ce match. Nul. Il a pu apporter quelque chose. Il a pu apporter quelque chose et a permis peut-être à LAFC de ne pas en prendre un autre sur un contre. Mais sinon, à part ça, c'est vrai que les remplaçants ont été un peu décevants.
Exactement, et c'était drôle parce que quand Ginella est rentré, à ne pas se tromper avec Ginola pour les plus vieux, mais quand Ginella est rentré, il est rentré au milieu de terrain et c'est Latif Blessing qui est venu se placer en tant que latéral droit. C'est quand même assez bizarre. Pour ceux qui connaissent pas Latif Blessing, à l'origine, c'est un ailier droit. Et puis Bob Bradley a décidé de le placer au milieu de terrain avec raison parce qu'il a été extraordinaire à ce poste-là l'année passée et cette année et aujourd'hui même, hier même, il a été extraordinaire aussi à ce poste-là au milieu de terrain. Mais il n'a pas été mauvais en tant que latéral droit. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué? Moi, je l'ai trouvé très très bon en tant que latéral droit, Latif Blessing. Bah oui, c'est vrai quand il a été positionné latéral droit, il a été très très bon. Après, on voit souvent des joueurs comme ça qui jouent sur le flanc droit, qui peuvent jouer aussi bien milieu, défense, attaque. Donc, ça peut être surprenant, mais au final, on se rend compte que bon, c'est pas tant une surprise que ça, parce que ça arrive régulièrement que des joueurs arrivent à se révéler sur tout le flanc droit. Donc, voilà, moi, je suis pas si surpris que ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourra peut-être se répéter même dans la saison. Ouais, non, c'est possible, effectivement. Surtout que du côté des latéraux, bon, à droite, ils auront plus ce problème-là une fois que Indiana Hart sera en forme. À gauche, Palacios n'a pas fait un mauvais match. Donc, bref, sur les côtés, il y a plus ce gros de problème-là. En plus, ils ont El Mounir qui est rentré pour Palacios, qui est un bon défenseur remplaçant, je pense. Donc, je pense pas qu'ils auront ce problème-là. C'est plus en tant que défenseur central. Donc, voilà pour ce match-là. Et on arrive au dernier... Oui, vas-y. Si je pouvais juste ajouter un petit truc, je voulais faire un petit élément en plus sur un des buts. Moi, il y a un but que j'ai vraiment beaucoup aimé. On parlait de Blessing. C'est le dernier but du LAFC, le dernier but du match de Rodriguez. La passe de Blessing, je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très très belle. C'est une vraie passe décisive pour le coup, parce qu'il attire toute la défense sur lui et Rodriguez après il est presque tout seul pour marquer. Donc vraiment là on voit encore toute la qualité de ce joueur et un très beau travail de sa part. Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, on va parler un peu maintenant de nos joueurs. Donc, le joueur du match selon toi et le pire joueur du match selon toi. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Voilà, bon, pour moi, le pire match, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Tristan Blackmon qui a été très décevant et vraiment mauvais tout le match. Je suis même pas sûr qu'il remporte un duel dans le match où il doit vraiment remporter un seul à mon avis. Donc il a été catastrophique pour moi, en tout cas. Et niveau meilleur joueur du match, j'aurais bien aimé faire un côté LAFC, un côté Houston Dynamo, mais pour moi quand même Rodriguez fait un bon match, un très bon match, marque un but, il est très efficace, il est très précis dans ses passes. Je crois il a fait pas mal de passes très précises, donc pour moi, c'est lui l'homme de match, en tout cas de mon côté, Brian Rodriguez. Parfait. Ben moi de mon côté, c'est ça, c'est Dejan Jakovic. Je pense que je surprends personne, qui a été bon. Blackmon a été pire, je suis d'accord avec toi, mais je veux souligner le mauvais match de Dejan Jakovic, pas parce que c'est pas parce qu'il a eu un mauvais match, c'est parce qu'il est juste mauvais. C'est aussi simple que ça. En tout cas, mes respects pour l'humain, je le connais pas, mais sauf que je trouve qu'il est pas au niveau de la MLS maintenant, en tout cas en tant que partant. Je comprends quand tu es en train de jouer un match un peu sans enjeu, que tu le fasses jouer, il peut être bon dans le vestiaire parce qu'il a quand même beaucoup d'expérience. Par contre, j'ai pas du tout aimé son match. Et pour moi, le joueur du match, c'est Latif Blessing. Latif Blessing qui a été bon à tous les postes où il a été 2 passes décisives pourtant, très très bon en tant que milieu de terrain, très très bon en tant que latéral. J'ai adoré ce joueur-là. Après, il y a tellement de bons joueurs du côté offensif dans les 2 équipes. On aurait pu nommer Albert Allis, Darwin Cotero qui a quand même donné 2 passes décisives, même si, comme on l'a dit, défensivement, c'était pas très bon. Diego Rossi qui a été très bon avec 1 passe décisive, 1 but. Bref, il y avait beaucoup de choix à faire. De mon côté, j'ai choisi Latif Blessing. Ouais, donc voilà. Écoute, moi, je peux pas trop non plus contester tes choix parce que j'ai hésité en tout cas sur Blessing. J'ai vraiment hésité parce que je trouve qu'il a vraiment fait un bon match et sa dernière passe, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais bon, j'ai choisi Brian Rodriguez, le buteur. il a été très bon en fait et je pense que si je me trompe pas, c'était son premier but. Brian Rodriguez, je sais pas si c'est son premier but, je pense pas avec LAFC, mais peut-être cette année. En tout cas, il a marqué un but et on l'attendait depuis longtemps parce qu'il est jeune, le Uruguayen.
Ouais, c'est c'est son ça. premier cette année, ouais. Exactement. Donc, on l'attendait depuis longtemps. Puis, voilà, c'est supposé être un peu, Brian Rodriguez, quand il a été acheté, c'est supposé être comment dire, un pari sur le futur. Puis finalement, voilà, en fait, c'est son premier but avec LAFC. Depuis qu'il a rejoint LAFC. L'année passée, il n'a pas marqué de but. C'est son premier but. C'était effectivement hier. Donc, toute l'année passée, il n'a pas beaucoup joué. Il a joué juste 7 matchs en saison régulière, 2 matchs en Ligue des Champions, puis 2 matchs aux playoffs. Donc, et 2 matchs cette année en saison régulière. Mais c'est ça. Donc, premier but pour Brian Rodriguez. Je pense que c'est le premier d'une grande, série de buts pour on va espérer pour lui, pas trop pour le Galaxy, mais on s'en fout. Non, je blague. Mais non, mais c'est bien que tu parles de Galaxy parce que c'est le prochain match qu'on va aborder. Ben, ce match-là entre le LA Galaxy et les Portland Timbers. Pour ceux qui ont lu mon article, ma chronique avant le début du tournoi, j'avais annoncé que les Timbers allaient s'en sortir dans ce groupe-là parce que c'est une équipe qui joue un système très défensif et dans ce genre de tournoi-là, c'est important d'avoir une bonne assise défensive. Bon, beaucoup de personnes n'étaient pas très d'accord avec moi et je pense que d'un autre côté, on a prouvé, je pense que j'ai eu raison de ce point de vue-là parce qu'on l'a vu hier entre le Galaxy et les Timbers les Timbers de Portland. Commençons déjà par les 11 de départ. Je vais commencer par les Timbers parce que je sais que tu as beaucoup à dire sur le Galaxy, donc on va commencer par les Timbers. Ça peut durer longtemps, ça. Exactement. Donc, du côté des Timbers, Steve Clark dans les buts, Chris Duval à droite, l'ancien de l'Impact, au milieu, en défenseur central, Laris Mabiala, Dario Zuparic et à gauche, Jorge Villafania. Au milieu de terrain, on avait Williamson et Diego Chara au centre du terrain. À droite, on avait Loria. À gauche, on avait Sébastien Blanco, le joueur désigné argentin. Devant, en numéro 10, peut-être deuxième attaquant, numéro 10, on avait Diego Valeri. Et puis, en pointe, on avait Jérémy Ebobisse. On a toujours dit qu'il manquait un attaquant du côté de Timbers. Est-ce que pour toi, ce sera Jérémy Ebobisse? Ils n'ont pas besoin d'aller chercher ailleurs. Jérémy Ebobisse peut faire le travail? Pour moi, oui. Après, des fois, on n'a pas besoin forcément d'un très très grand attaquant pour faire briller une équipe. Hein. Si derrière ça suit, on a déjà des joueurs de qualité. On a Blanco, Valéry qui peuvent lui servir des bons ballons. Et après, en tout cas, un joueur comme Ebobisse peut les convertir. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'aller chercher un autre attaquant pour jouer en tout cas titulaire et être le numéro 9 des Timbers. Ouais, effectivement. Il faut voir, ils ont signé quand même l'attaquant en joueur désigné, l'attaquant polonais Niezgoda, qui est supposé être le joueur titulaire. C'est bizarre qu'on l'ait pas vu en tant que titulaire. Il a remplacé finalement Ebobisse à 10 minutes de la fin. C'est sûr, un peu comme Nahar du côté de LAFC. Ouais. C'est un peu peut-être encore trop tôt pour lui donner sa place de titulaire. Par contre, Ebobisse, il est en train de prouver qu'il est bien là parce qu'il a eu un excellent match hier, Jérémy Ebobisse, en marquant un but déjà. Est-ce qu'il y a autre chose dans ce 11 de départ-là que tu aurais vu, un joueur sur le banc qui aurait dû être peut-être partant? Peut-être, j'aurais peut-être mis Zambrano, peut-être, quand même, par rapport à son expérience. Bon, certes, il est pas non plus, c'est pas un pré-retraité, hein, il a 25 ans, je crois, donc, mais j'aurais bien vu Zambrano, quand même, pour le tester, et puis, c'est un joueur aussi qui connaît vraiment bien Portland, qui a déjà joué pas mal de fois, qui est passé par les équipes B et qui est monté progressivement. Donc je pense que c'est un joueur qui aurait eu sa place peut-être à la place de Williamson. Après, pour le reste de l'équipe, après je suis pas non plus un grand connaisseur des Timbers, mais pour le reste de l'équipe, ça me paraissait pas très surprenant. Ouais, très sincèrement, moi j'ai été très, très, très surpris de voir Williamson sur le terrain.
c'est pas qu'il a fait un mauvais match. Par contre, tu as parlé de Zambrano. Williamson aussi a été au Portland 2 avant. Par contre, moi, j'aurais plus vu l'ancien de l'Américain, Christian Paredes, le Paraguayen, être sur ce 11 de départ-là. Ce qui n'était pas le cas. Bon, finalement, il est même pas rentré dans le match. Ouais, c'est vrai. Ça m'a un peu étonné. Je m'attendais à voir Paredes. D'un autre côté, un autre joueur aussi que j'attendais qui joue, c'est Andy Polo, qui finalement il est rentré dans les dernières secondes du match. Mais aussi c'est un joueur qui est quand même assez intéressant, inconstant, mais n'empêche assez intéressant. Après bon, finalement, il a eu raison Zavarese, parce que finalement les joueurs offensifs ont donné satisfaction, à part peut-être Marvin Loria qui a été un peu bof et remplacé à l'heure du jeu. Ouais. Mais aussi Yimi Chara qui était sur le banc, le frère de Diego Chara, qui était lui titulaire bien évidemment. Mais Yimi Chara, c'est un peu aussi un joueur acheté un peu en grande pompe, qui est joueur désigné lui aussi. Puis voilà, c'est un peu bizarre, des choix un peu bizarres finalement qui ont donné raison à Zavarese, n'est-ce pas? Oui, après quand tu parles des joueurs qui viennent juste d'arriver comme Chara par exemple, moi je peux comprendre parce que comme je disais tout à l'heure sur le premier match avec Toronto et notamment c'est quand même compliqué je pense pour des joueurs qui viennent juste d'arriver, d'avoir joué que 2 matchs, voire des fois même aucun match avant le confinement, avant que tout s'arrête. Et aujourd'hui, de pouvoir retrouver leur place dans l'équipe, à mon avis, c'est vraiment très compliqué pour ces joueurs-là de s'intégrer parce que c'est pas une intégration normale. Normalement, ils ont la préparation, ils peuvent commencer quelques matchs, etc. Donc voilà, je pense que les coachs, et en général, ça se vérifie, les coachs ont préféré laisser des joueurs qui connaissaient l'équipe plutôt que de faire entrer leurs nouveaux joueurs. Je suis d'accord avec toi, mais pense-y, c'est quand même 2 de tes 3 joueurs désignés sur le terrain, sur le banc. C'est quand même surprenant. On s'entend que c'est des nouveaux joueurs, mais c'est quand même tes joueurs désignés. C'est eux que tu as dit qui méritent d'avoir un salaire plus élevé que les autres, qui ont aussi le titre honorifique de joueurs désignés. Oui, bien sûr. Ça, qui se retrouvent sur le banc, c'est quand même assez surprenant, je trouve. Donc voilà, après ça c'est oui. Après, voir ce qui va se passer dans les prochains matchs, est-ce qu'ils vont avoir plus de chance aussi? Peut-être que c'est aussi le premier match, du coup, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça, mais peut-être que sur les prochains matchs, ils auront leur place. À mon avis, c'est pas impossible que sur les prochains matchs, ils aient un peu plus de temps de jeu, peut-être pas non plus titularisation, mais peut-être une rentrée assez tôt dans le match, et après, sur le 3e match de poule, et voir peut-être la suite du tournoi pour les plus chanceux, avoir une place de titulaire. Ouais, effectivement. On verra ce qui va se passer avec les Timbers après. Du côté du Galaxy, on avait David Bingham dans les buts, Felcher à droite avec Steres Gonzalez en défense centrale, à gauche Emiliano Insua, au milieu de terrain Perry Kitchen, Sacha Kljestan et Cameron Dunbar, et en attaque on avait Sébastien Leggett, Christian Pavón et en pointe Chicharito Javier Hernandez, pour ceux qui le connaissent par le nom. Bizarre ce 11 de départ là, non? Ouais, bizarre, mais après, faut aussi dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix du côté du Galaxy. Quand on regarde le banc, il est très limité, et il y en a beaucoup de joueurs très jeunes. Pour ma part, j'aurais peut-être mis Aroro à la place de Felcher, mais sinon après finalement quand on regarde le banc et les choix qui étaient disponibles, il n'y a pas non plus de grosses surprises parce que c'est quand même on se rend compte que sur le banc il y a pas de profondeur en fait, ou alors c'est des joueurs très très jeunes et qui manquent un peu d'expérience. D'ailleurs on voit que même dans le 11 on a Cameron Dunbar qui est là, qui a 17 ans. Mais après, est-ce qu'il y avait quelqu'un de beaucoup plus expérimenté que lui à mettre à ce poste-là? Je pense pas. Moi, très sérieusement, je serais allé complètement de là à mettre Dunbar. J'aurais mis en plus de Dunbar à la place de Kitchen, qui est pour moi un joueur surévalué, qui a plus sa place dans aucune équipe en MLS. Que je trouve vraiment très très mauvais. J'aurais mis par exemple Efrain Alvarez, qui a quand même rendu de bons services au Galaxy, même qui a 18 ans. Donc de là à te dire j'ai pas le choix, tu mets 2 jeunes au milieu de terrain qui vont être très volubiles et qui vont t'amener un peu ce côté un peu foufou que les jeunes apportent. Puis avec Perry Kitchen sur le banc que tu aurais fait rentrer à la 60e, 70e pour peut-être renforcer ou quoi que ce soit, mais tu aurais mis un peu plus de folie au milieu de terrain parce que on s'entend que quand tu te retrouves avec Kitchen
28 ans, mais on dirait qu'il en a 45. Et Kiashtan, qui est, on s'entend, vers la fin de sa carrière, qui a 34 ans sur le terrain, dans un milieu de terrain en 4-3-3 où tu as besoin que ton milieu de terrain soit très, très mobile. C'est quand même assez bizarre. J'aurais plus choisi Alvarez dans ce milieu de terrain. Je sais pas si tu non, c'est sûr, en plus. Si t'es d'accord. Oui, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je suis pas étonné des choix du coach parce que, comme je disais, j'ai l'impression que les coachs, ils ont quand même envie d'avoir des valeurs sûres, entre guillemets. Enfin, on s'entend, c'est des joueurs, en tout cas, qui connaissent, qui ont l'habitude de voir jouer, plutôt que de lancer dans le grand bain des recrues ou des jeunes joueurs. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a cette composition-là. Mais c'est vrai que moi, si j'avais vraiment dû faire ma composition, bon, déjà, j'aurais mis, comme j'ai dit tout à l'heure, Aroro à la place de Felcher. J'aurais pas mis Kitchen, mais j'aurais peut-être essayé de faire jouer Kirsten différemment, peut-être plus bas, et ensuite tenter un milieu avec Coelho et Alvarez. Coelho qu'on a déjà vu la saison dernière, et Alvarez voilà, qu'on voit de temps en temps, qui est aussi un joueur qui est très prometteur. En tout cas, on nous l'annonce comme un joueur qui a beaucoup de talent. Donc c'est vrai qu'en plus du côté du Galaxy, des fans, des supporters, on a envie de le voir jouer, parce que vraiment c'est une vraie promesse. Donc ça a été, voilà, je suis un peu déçu de ne pas avoir vu plus de risques de la part du coach. Mais à côté de ça, je peux comprendre ses choix. Parfait. Et puis aussi, il y a Gordon Wild qui est rentré, qui a commencé une bonne rentrée. Lui qui vient maintenant de DC United, un peu surpris. Je connais pas vraiment trop le joueur, mais il a quand même fait une belle rentrée. Il est rentré à ce moment-là à la 78e, puis c'est lui qui a donné la passe décisive à Chicharito. Oui, alors Gordon Wild, c'est vrai que pour être honnête, je connaissais pas non plus plus que ça avant qu'il arrive au Galaxy, et je savais pas trop à quoi m'attendre, et c'est vrai que j'ai été agréablement surpris de son entrée, parce que c'est en plus un joueur qui est encore jeune, qui a 24 ans, donc qui a un peu d'avenir devant lui quand même, et qui peut dépanner, alors peut-être pas titulaire dès le début du match, mais en tout cas qui peut être un bon super sub. Ouais, effectivement. Bref, assez intéressant d'avoir vu tout ça ici, ce 11 de départ-là de Schelotto. Est-ce que Schelotto, pour toi, qui suit beaucoup Galaxy, est-ce qu'il est encore aussi respecté, Schelotto, ou est-ce que les gens commencent un peu à en avoir marre parce que depuis qu'il est là, bon, il avait Ibrahimovic, il avait quand même pour beaucoup ce qu'il fallait, puis on sent qu'on renforce pas la défense qui est toujours aussi poreuse. Est-ce qu'il a encore cette confiance de la part des supporters? Bah, j'ai l'impression que quand même dans la grande majorité, il y a encore la confiance de la part des supporters, parce que la plupart des supporters aussi ont conscience que, en tout cas, sur ces matchs-là, il manque clairement de personnes, et je pense que les supporters, en veulent un peu plus aux joueurs qu'aux coachs. Schelotto, c'est quand même un coach enfin, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un coach qui a brillé avec Boca Junior, qui est un très bon coach, qui est réputé, et qui en plus connaît la MLS puisqu'il y a joué. Donc, moi, je pense que c'était un bon choix de coach. Après, est-ce que les supporters vont lui laisser plus de temps que ça? Je sais pas. Je pense que moi, en tout cas, j'ai envie de lui laisser du temps, parce que quand on voit l'effectif qu'il a sur ce match-là, honnêtement, c'est très compliqué. Et en plus de ça, on se rappelle que, alors certes, la saison dernière a été un peu décevante, même si on va quand même en playoff, elle était un peu décevante de ne pas aller plus loin. On tombe quand même sur un gros LAFC, qui est déjà, en plus d'être le rival, qui est une grosse équipe. Donc, c'est, entre guillemets, pas de chance d'avoir direct eu un tirage aussi compliqué. Mais voilà, moi, j'ai envie de voir un peu plus, parce que quand on voit l'effectif de l'année dernière, il arrive quand même à faire quelque chose qui est pour moi intéressant. Et cette année, ça risque d'être compliqué, parce que pour l'instant, on a Zlatan qui a été remplacé, entre guillemets, par Chicharito. Alessandrini, certes, qui n'a pas joué la saison dernière, il n'a pas de remplaçant, parce que Kataï est parti pendant le confinement de manière avec raison, avec raison, mais de manière un peu délicate pour le club, parce que c'est vrai que le club misait sur un joueur comme ça, qui est un joueur qui est expérimenté en MLS, qui pour moi aurait pu apporter quelque chose sur le terrain. Je parle pas de ce qui s'est passé, mais en tout cas sur l'aspect sportif uniquement. C'est un joueur qui va manquer certainement à l'équipe. Et on avait aussi Fabio Alvarez, qui était un bon joueur, qui était là, qui faisait ses matchs, qui était quand même un bon joueur, qui lui, pour le coup, n'est pas remplacé non plus. Donc voilà.
Et si on ajoute à ça les personnes qui manquent au tournoi, comme notamment Dos Santos, qui, voilà, on se rend compte que quand Dos Santos n'est pas là, on voit tout de suite la différence et c'est compliqué pour le Galaxy. Et ça se vérifie encore sur ce match, il n'est pas là, il sera pas là du tournoi et c'est très compliqué pour le Galaxy. Ouais, effectivement, Fabio Alvarez, qui était prêté par un club argentin, puis finalement, il a été vendu au Pumas, n'est-ce pas, si je me trompe Ouais, c'est pas? ça. Ouais, et puis finalement, qui a été reprêté de nouveau au club argentin. Donc, allez comprendre. Oui, il a fait un Assez petit. bizarre. Assez bizarre. Mais bon, bref, oui, je comprends. Par contre, j'ai comme l'impression que quand je regarde cette équipe de Los Angeles, puis dis-moi si je me trompe, mais on a comme l'impression qu'on voit une équipe de MLS d'il y a 5 ans avec quelques jeunes. J'ai comme cette impression-là. Il y a quand même de bons joueurs, comme il y a Jet que j'aime beaucoup, Christian Pavone qui est Oui, extraordinaire. Christian Pavone, c'est vraiment Puis après, la plus-value de cette équipe. exactement. Puis après, tu as des joueurs, Kitchen, Castan, Steres, Gonzalez, Insua, Felcher, Bingham. C'est des joueurs moyens. C'est vraiment des joueurs moyens. J'ai rien du côté défensif, du côté du gardien, du côté du milieu, c'est difficile. C'est très difficile, non? Non, je suis totalement d'accord avec toi parce que Bingham, je l'ai toujours trouvé moyen. Alors même la saison dernière où pour le temps il était pas si mauvais que ça. En tout cas, il faisait des bons matchs. En fait, je trouve qu'il est, enfin c'est pas pour être méchant avec lui, mais je trouve qu'il est un peu limité dans ses qualités, qu'il a un plafond qu'il ne dépassera pas et que quand ça se complique un peu, il pourra pas aller plus haut. Steres, pour moi, voilà, c'est un joueur qui peut encore être utile. Voilà, c'est un joueur qui a quelques qualités quand même et qui peut encore être utile. Gonzalez, en revanche, c'est une grosse déception pour moi parce que je m'attendais à beaucoup plus de ce joueur-là qui a que 32 ans, entre guillemets, qui vient de la Serie A, qui est un championnat qui est quand même réputé pour être un championnat très costaud défensivement. Il vient de Bologne. Certes, Bologne l'an dernier, il était en position délicate et il n'avait pas forcément plus sa place sur le terrain, mais je pensais quand même qu'il pourrait apporter à cette équipe-là et je suis très déçu de sa part. Et en ce qui concerne Felcher, voilà, pour moi, c'est un joueur aussi. Ça fait pas mal de temps qu'il est là. Et en plus de ça, le problème, c'est qu'il est pas trop perturbé. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas tellement de concurrence pour lui. Et il a toujours sa place, alors que pourtant, pour moi, c'est un joueur qui est assez limité aussi techniquement. En ce qui concerne Kitchen et Insua, bon, les deux profils sont différents. Kitchen, c'est un joueur qui est là aussi depuis tellement longtemps et depuis 2018, je crois, et qui a pas eu une carrière non plus incroyable derrière lui, qui n'a jamais été exceptionnel dans ses rencontres quand même. C'est vrai que comme tu dis, on a l'impression qu'il a toujours été vieux ce mec-là. C'est vrai que j'ai toujours eu l'impression qu'il était plus vieux que son âge et pour moi c'est un joueur qui a pas sa place en tout cas en tant que titulaire dans une équipe comme le Galaxy qui veut être une équipe majeure de MLS. Et Insua, Qui est une équipe majeure de la MLS historiquement, c'est l'équipe qui a historiquement oui, remporté. mais sportivement aujourd'hui en tout cas, j'ai du mal à voir où va le Galaxy parce que je suis assez déçu en tout cas de l'effectif. Qu'on a actuellement parce que pour moi c'est pas un effectif d'une équipe qui prétend, en tout cas c'est pas un effectif à la hauteur de l'histoire du Galaxy. Non, je suis complètement d'accord avec toi, Raphaël, de ce point de vue-là, parce que voilà, il faut faire mieux. Donc revenons au match. Le match s'est déroulé, Portland face au Galaxy. Ça s'est déroulé un peu comme on s'y attendait, donc avec un Portland plus défensif, un Galaxy qui essaie de faire du jeu, puis un Portland décisif. Bon, un peu chanceux, on l'a vu sur le but de Blanco où il y a le rebond favorable pour mettre le but. Un peu chanceux parce que si Chicharito avait un peu plus confiance en lui, il aurait pu marquer 2 ou 3 buts. Malheureusement, il a raté quand même des grosses occasions, je trouve, Chicharito. Donc, de ce point de vue-là, j'ai comme l'impression que c'est un film de match un peu attendu du côté de ce match-là. J'ai comme l'impression que je m'attendais à ça, une victoire de Portland un peu, je veux pas dire imméritée parce que c'était complètement mérité, mais d'un point de vue où Portland est beaucoup plus décisif face au Galaxy qui est beaucoup plus, qui a beaucoup de déchets dans son jeu. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Pour être honnête, je m'attendais aussi à ce résultat-là. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je m'attendais à ce résultat-là parce que
c'est vrai que bon, Chicharito, il arrivait en grande pompe, mais sur les premiers matchs, il n'a pas montré grand-chose, honnêtement. Il avait pas, je pense qu'il n'est pas non plus était pas en très grande confiance et ça s'est vu sur son penalty qui était assez facile à arrêter en plus. Hein, honnêtement, il le tire vraiment pas bien. Dans la rencontre, il manque d'efficacité tout simplement devant le but. Même si à la fin du match, il marque un but, mais bon, c'est aussi un but qui est bien mâché par le travail de Wild, qui a même failli marquer un but lui aussi quelques minutes plus tôt, qui a été finalement annulé à la VAR. Donc voilà, c'est vrai que cette équipe-là, du Galaxy en tout cas, manque de réalisme et de côté un peu méchant, en tout cas devant le but. Et de l'autre côté, Portland a bien géré son match et a fait ce qu'il savait faire, tout simplement, et ça aura permis de gagner. Ouais, effectivement, tu as complètement un peu résumé un peu le film du match. Donc, le penalty manqué par Chicharito, très bien sauvé par Steve Clark, qui, depuis qu'il est à Portland, renaît de ses cendres parce que il était excellent dans le passé, dans le passé pour DC United, Columbus, pardon. Après qu'il aille un peu se perdre au Danemark et à DC United où il était un peu bof. Puis là, maintenant, il est de retour et il est très, très bon avec les Timbers. D'un autre côté, tu as parlé aussi du but refusé qui a été refusé logiquement, selon moi, pour le Galaxy. Mais d'un autre côté, on a vu Chicharito qui a manqué, je l'ai dit, plusieurs occasions quand même assez franches. Donc, c'est ça qui est un peu plus dangereux, je trouve. Donc, bref, ça, c'est pour le film du match en tant que tel. J'aimerais aussi parler de ces Timbers-là qui, malgré quand même, comme on l'a dit, un 11 de départ assez... rien de clinquant à part bien évidemment Valérie et Blanco, mais défensivement c'est pas trop bon. Zuparic a eu un carton rouge aussi, il faut pas l'oublier. Il jouait à 10 pendant 15 minutes. Oui, c'est ça. Après, heureusement je pense pour quand même les Timbers, c'était en fin de match, c'est plus que 15 minutes. Donc bon, c'est sûr que le Galaxy s'est un peu plus montré sur ces dernières minutes, mais pour moi c'était quand même un délai assez court pour tenter de remonter, d'égaliser. Et après le carton rouge arriverait plus tôt, peut-être que le Galaxy aurait pu faire quelque chose, mais c'est sûr qu'à 15 minutes de la fin, pour moi le sort était quand même joué. Ouais, effectivement. Donc voilà, et j'aimerais qu'on parle de nos joueurs, notre joueur du match et notre pire joueur du match. Je te laisse aller comme d'habitude, Raphaël. En tant qu'invité, j'aime te donner la parole en premier. Bah écoute, moi le pire joueur du match, bon c'est sûr que quand on regarde la feuille de match, si on regarde juste la feuille de match, on va pas forcément penser à lui. Mais pour moi, c'est quand même Chicharito qui doit apporter beaucoup plus. Je suis désolé, il marque un but, certes, mais c'est un joueur qui doit apporter beaucoup plus. Il remplace Zlatan Ibrahimovic, qui est un joueur qui marquait presque à tous les matchs, hein, quand même. Alors certes, on en prenait 3 par match et on en marquait 1, mais en tout cas, c'est un joueur qui marquait à tous les matchs. Et Chicharito, voilà, aujourd'hui, il avait l'occasion de marquer beaucoup plus que ça et d'être beaucoup plus efficace. On parle de son penalty raté. Bon, à la rigueur, ça peut arriver, mais dans le match, il manque aussi des grosses occasions. Donc, je suis très déçu de Chicharito, et ce depuis le début de saison. En fait, c'est pas forcément lui qui a été le plus catastrophique dans le match, mais par rapport à la personnalité, par rapport au joueur que c'est et les attentes qu'on a en lui, pour moi, c'est lui que j'ai envie de désigner comme pire joueur du match. Et au niveau du meilleur joueur, bon, bah, c'est pas trop une surprise, mais Sébastien Blanco, pour moi, fait un énorme match quand même. Un but, une passe décisive, on peut pas lui demander beaucoup plus, hein. C'est précis dans ses passes, très bon sur tout le long du match. Donc voilà, pas une grosse surprise, en tout cas du côté du meilleur joueur. Ouais, ben effectivement, je suis complètement d'accord avec le meilleur joueur pour toi et je suis complètement d'accord avec le pire joueur pour toi, avec toi. Je trouve que j'ai rien de plus à ajouter par rapport à ça parce que Chicharito, je m'attends à plus d'un joueur désigné qui est arrivé avec tout le côté marketing qui est venu. Ah ouais, Chicharito est enfin un MLS, puis les films et les trucs qui viennent autour et ainsi de suite. Je m'attends à beaucoup plus. Bon, après, il y a des joueurs qui ont eu des mauvais matchs aussi. On parle de Felcher qui a été un peu bof. On parle du côté de Portland. Bon, malgré le carton rouge de Zuparic, il n'a pas été très mauvais. Par contre, Loria a été un peu bof. Donc bref, il y a eu des joueurs qui n'étaient pas au niveau, mais par contre, Chicharito, c'est le joueur qui est supposé
à apporter ce plus-là. Voilà, c'est la star de l'équipe. Puis dans ce cas-là, même s'il a marqué un but assez simple, avec un très bon mouvement, il faut le dire, dans la boîte où il s'est très bien démarqué, on s'attend à un peu plus de son côté. Pour ce qui est du meilleur joueur, Blanco a tout explosé. Tout le monde attend Valérie, mais c'est Blanco qui porte un peu l'équipe de Portland, en tout cas sur ce match-là. Sinon, j'aurais pu nommer Steve Clark, qui a fait aussi un excellent match avec son arrêt sur penalty, très dominant en fait pour Steve Clark dans sa surface et pour son équipe. Non, c'est sûr, et tu as raison de souligner parce qu'on oublie souvent les gardiens. On manque pas de les reprocher quand ils loupent quelque chose dans 2 matchs et que ça coûte un but, mais en revanche, c'est vrai que de l'autre côté, il faut aussi les souligner leurs belles prestations qui permettent à l'équipe de tenir le score. Donc, tu as raison de souligner le travail de Steve Clark. Donc voilà, écoute Raphaël, je pense que ça va clôturer notre podcast. Merci beaucoup d'être venu faire le podcast avec moi. C'était très agréable. Vraiment, on avait beaucoup à couvrir avec les 3 matchs, mais je pense qu'on a fait un très bon travail. Merci beaucoup de t'être libéré. Écoute, merci à toi de m'avoir proposé. C'était un plaisir. Ouais, mais tu es le bienvenu quand tu veux, tu me laisses savoir, puis on fait ça de nouveau. Merci encore à tous de nous écouter. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À demain pour un nouvel épisode du podcast MLS is Back sur Culture Soccer.